Et le gouvernement Broderson a un an. Vendredi dernier, le président, entouré de ses ministres, faisait le point sur les actions menées au cours des 12 derniers mois. Pour commenter cette première année de mandature, nous recevons ce soir Nouyaou Loré, un représentant non inscrit à l'Assemblée issu du parti Aheria Porinetia. Nouyaou Loré, Yorana. Yorana Davidson. Alors vendredi dernier, le gouvernement a fait donc son bilan de sa première année de mandature et le 3 juin, le président poursuivra son bilan dans un échange face à la population. Que retenez-vous de cette première année? Quels sont les points marquants? Aucun. C'était un bilan quasi inexistant. Aucune grande réforme n'a été engagée. Aucune grande mesure, aucune loi, que cela concerne l'économie, la PSG. On a vu un président qui était en difficulté parce que c'est vrai objectivement que ce bilan était vide. Et nous, on le voit à l'Assemblée, puisque l'essentiel des textes qui sont présentés sont des textes qui ont été préparés par l'ancienne mandature, par l'ancien gouvernement. Et finalement, le Tavené qui a critiqué pendant quasiment 10 ans la gestion autonomiste, maintenant qu'il a tous les leviers du pouvoir, finalement ne propose rien et notamment ne propose pas tout ce qu'il avait présenté pendant la campagne électorale. C'est ce qui nous choque un peu dans ce bilan. Alors c'est vrai que le président a annoncé qu'il allait remanier le gouvernement, mais je pense qu'au-delà de ce remaniement, dans ce qui s'est passé sur l'année écoulée, on voit des ministres qui sont en pleine bonne volonté certainement. Mais de mon point de vue, ce qui pose problème, c'est que si on prend par exemple le sujet de la santé, on voit toutes les difficultés du CHPF, je pense que le président doit s'engager. Le président doit fixer son cap et donner confiance. Et le fait que le président ne soit pas là, quasiment tout le temps, je pense que ça pose aussi un grave problème. L'inflation a ralenti en raison d'un contexte international qui évolue, mais elle est toujours présente et les prix ne baissent pas malgré la suppression de la TVA sociale. Le gouvernement a-t-il des leviers à disposition pour agir sur la cherté de la vie et qui est une préoccupation majeure de la population? C'est la principale préoccupation. C'est vrai que les prix ont augmenté depuis 3-4 ans. Alors, on sait que les prix ils dépendent du prix des produits que l'on achète à l'extérieur. Donc, de ce point de vue-là, le gouvernement n'a pas beaucoup de leviers d'action. Par contre, le seul levier d'action qui permettrait de réduire le coût de la vie, c'est la fiscalité. C'est de diminuer les droits, les taxes, de diminuer finalement les impôts que payent les Polynésiens pour leur donner plus de pouvoir d'achat. Et ce qui a été fait dans la loi fiscale que nous avons contestée, c'est exactement le contraire. On diminue les exonérations, on augmente les impôts, on essaye de gratter à droite et à gauche, et finalement on se retrouve dans une situation où la cherté de la vie reste le problème majeur. Alors c'est vrai que réduire les impôts, ça veut dire aussi mettre en place des réformes sur le fonctionnement de notre pays, sur les différents établissements. On va examiner demain un collectif budgétaire dans lequel le gouvernement fait du rafistolage. On donne 1 milliard à l'OPH, 500 millions à l'huile de riz, on essaie de donner 2 milliards au CHPF, ici ou là, alors que le fond du problème, c'est la réforme de tous ces organismes. Et si je prends l'exemple du FRPH, le Tavené a critiqué pendant plus de 10 ans ce dispositif qui donne le sentiment que le gouvernement peut faire baisser le prix des carburants. On sait que c'est faux. Le FRPH, c'est un système dans lequel le gouvernement prend dans une poche celui des contribuables pour permettre de limiter les augmentations du coût de l'essence pour les automobilistes. En fait, c'est tout le monde qui paye, y compris ceux qui n'ont pas d'automobile. On sait que ces systèmes ne marchent pas et le Tavené a critiqué ce dispositif pendant 10 ans. Et aujourd'hui, il dote à hauteur de 2 milliards le FRPH alors qu'il est contre ce système. C'est là qu'on voit finalement que, au-delà de la critique qui a été faite pendant 10 ans de la gestion autonomiste, il n'y a aucune proposition. Et ce qu'on nous répond, c'est que, il faut nous donner le temps. Là, ça fait quand même 1 an. C'est compliqué.
ça nécessite des discussions, de la concertation, de la réflexion. Je pense qu'on a déjà dépassé ce cap et c'est ce qui fait que beaucoup de partenaires sociaux, d'acteurs économiques sont quand même, il faut dire les choses, déçus de ce début de mandature. Justement, le président affirme que les carnets de commandes sont pleins. De son côté, donc le Tapura affirme que le pays court à la catastrophe et que les bureaux d'études n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Faut-il s'inquiéter pour les années 2025 et suivantes? Ah oui, il faut s'inquiéter pour la fin de l'année 2024 et l'année 2025 parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises continuent à avoir de l'activité, notamment dans le BTP, puisque c'est la suite des chantiers qui ont déjà été lancés en 2023 et au début de 2024. Mais aujourd'hui, ces chantiers, on le voit bien, ne sont pas remplacés par d'autres. Aussi bien les chantiers publics, parce que le gouvernement n'a pas pris à bras-le-corps le sujet des contrats de projet, et sur le plan privé, parce que finalement, toutes les mesures qui ont été proposées dans cette loi fiscale, qui effectivement a été annulée, elles vont à l'encontre du développement économique. Elles rendent la construction plus difficile. La défiscalisation a été diminuée. Tous les projets hôteliers qui avaient été déposés en défiscalisation ont été suspendus, parce que le dispositif ne permet plus de compenser la cherté de la vie, des équipements, des infrastructures. Donc c'est effectivement ce que l'on voit aussi. Et quand on discute avec les chefs d'entreprise, ils nous disent effectivement que les carnets de commandes pour les mois qui viennent ne sont plus remplis et on va vers un ralentissement économique qui est extrêmement palpable aujourd'hui. Demain, donc, l'Assemblée examinera le premier collectif budgétaire de l'année pour compter proposer un amendement pour diriger donc 1,5 milliard de plus vers le CHPF, en plus des propositions du gouvernement. L'heure est grave dans la santé également. Oui, effectivement, c'est même pas nous qui le disons. On a vu les menaces de démission de tous les chefs de service du CHPF. On sait que la santé est dans un état catastrophique. Alors, on ne blâme pas le gouvernement actuel qui, effectivement, hérite d'une situation qui est compliquée. Par contre, ce gouvernement, depuis un an, aurait déjà dû bien prendre en charge ce problème. Les dotations qui ont été prévues dans le cadre de ce collectif sont insuffisantes. Le ministre lui-même le dit. Et donc, nous proposons de retirer une partie des crédits qui sont destinés à ATN, qui n'est pas encore dans l'obligation de recapitaliser son capital, en disant est-ce qu'il n'y a pas une plus grande urgence aujourd'hui sur la filière santé, sur la santé des Polynésiens. Et donc c'est la proposition que nous faisons et ça ne déséquilibre pas du tout le budget. Et le deuxième amendement que nous proposons concerne la filière du copra. On voit que la cherté de la vie est un problème majeur pour tous les Polynésiens et surtout ceux des îles. Le prix des produits coûte encore plus cher dans les archipels éloignés. Et le SMIC a été augmenté ici. Dans les îles, pour beaucoup, l'activité, c'est le copra. Et donc, le prix du copra n'a quasiment pas bougé, effectivement, depuis 2022, mais depuis plus longtemps, encore plus. Et nous proposons donc de doter à hauteur de 500 millions pour permettre l'augmentation du prix du copra, en le faisant passer de 150 à 180 francs. Et deuxièmement, nous proposons de mettre en place une enveloppe de 200 millions pour permettre de restructurer cette filière et d'accompagner la création de nouveaux produits, notamment l'huile de coco vierge, d'accompagner dans les îles ceux qui souhaitent se lancer dans cette activité qui est beaucoup plus rémunératrice pour les personnes qui le font, mais qui nécessite un accompagnement au départ. Et lorsque nous avons posé ces questions au ministre de l'Agriculture en commission, il lui-même, il concède qu'il y a une nécessité de restructurer cette filière. Donc, sauf si la politique vient se mêler de tout ça, nous pensons que ces amendements vont dans le bon sens pour la santé des Polynésiens et pour le développement des archipels. Et nous sommes dans une démarche constructive. Comme je disais, nous avons fait en sorte que ce budget ne soit pas déséquilibré par ces nouvelles orientations. Et j'espère que la majorité le verra comme ce que nous proposons, à savoir une amélioration de ce collectif qui, à ce stade, n'est qu'un rafistolage. Merci beaucoup, Yolori, d'être venu sur ce plateau et merci pour toutes vos réponses. Merci.